Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le virage du numérique pour le secteur médico-social. Alors, je vais vous rappeler les petites pratiques, bonnes pratiques de visioconférence, même si on les connaît déjà tous. Alors, n'hésitez pas à poser votre question via l'onglet questions en haut à droite de votre écran. Il y aura des sessions de questions-réponses pour y répondre. Un replay sera également disponible du webinaire. Et puis, il sera disponible la semaine prochaine sur eSanté.gouv. Donc voilà. Donc, je vous laisse la parole. Je vois qu'Odile est partie. Bon, je vais prendre la main. Merci beaucoup, Manon. Donc, on va faire cette présentation à deux voix. Normalement, je ne participe pas, mais on a des sérieux problèmes de connexion pour ce webinaire côté participants. Donc, je vous demande de nous excuser pour la logistique. C'est Odile Jamet de la DNS et Sophie Moreau-Favier de l'ANS qui vont animer ce webinaire. Odile va se reconnecter et Sophie est en train de régler ces problèmes de connexion. On devrait y arriver. L'objectif de ce webinaire, on l'a proposé avec un titre un petit peu provocateur, le virage numérique dans le secteur médico-social, mythe ou réalité. Est-ce qu'on y est pas? Voilà, l'objectif était de pouvoir partager avec vous. Depuis maintenant plus d'un an, nous travaillons avec vous, industriels du secteur médico-social, sur cette feuille de route du virage numérique. Le Ségur est arrivé et donc l'idée était de pouvoir vous faire un panorama de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois et tout ce qui nous attend dans les prochains mois. Donc à la fois des éléments de vision d'ensemble de tous les leviers qui sont aujourd'hui actionnés à la disposition des industriels pour faire en sorte que la transformation numérique dans le secteur médico-social soit une réalité, qu'on puisse partager également les premiers résultats, les premières tendances, voilà, tout ce qui se passe de manière assez palpable, factuelle, qu'on peut constater, et puis qu'on puisse partager ensemble les perspectives voilà, pour les prochains mois à conduire ensemble. Je vais tout de suite laisser la parole à Odile Jamet qui va vous parler plus particulièrement des outils à notre disposition pour que cette transformation numérique dans le secteur puisse être une réalité. Merci Morgane, bonjour à tous. Effectivement, on est désolé, on a quelques petits problèmes de connexion. Enfin là, j'ai réussi à me connecter par téléphone en parallèle, donc normalement, ça ne devrait plus être interrompu. Donc, bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Morgane, on souhaitait partager avec vous un certain nombre d'éléments pour répondre à la question. Donc, le virage numérique dans le secteur médico-social, mythe ou réalité, c'est une grande question. Donc, les outils de la transformation numérique, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci, et même encore à la suivante. Voilà. Donc, le premier point, et non des moindres, c'est vraiment un point très très important pour notre secteur, c'est d'une part le fait qu'on a aujourd'hui un portage politique fort, à la fois par le ministre Olivier Véran, mais aussi par les différents secrétaires d'État en charge du secteur plutôt médico-social. Donc ça va de Sophie Cluzel à Brigitte Bourguignon, en passant par Adrien Taquet également pour le champ de la protection de l'enfance. Donc on a beaucoup de ministres et de cabinets ministériels qui sont très attentifs à nos travaux et qui portent de manière très haute les enjeux de ce secteur et en particulier les enjeux du numérique pour ce secteur. Donc c'est important d'avoir cet appui et du coup ça nous permet d'être particulièrement objectifs, d'être particulièrement ambitieux, et d'afficher des objectifs ambitieux, encore plus pour ce secteur peut-être que pour les autres secteurs plus classiques du champ sanitaire ou encore de la médecine de ville. Et donc on a dès 2019 l'élaboration de cette feuille de route du numérique, du virage du numérique en santé que vous connaissez, qui est représentée, matérialisée ici par la maison. On a tout de suite inscrit le secteur social et médico-social. Vous le voyez avec la petite virgule qui est en haut à gauche de la maison. On est dans une démarche inclusive et dès le départ, ces secteurs ont été intégrés dans les ambitions et dans la feuille de route du virage du numérique en 2019. Et puis pour traduire encore plus ce portage politique fort et ces objectifs ambitieux, on a en début d'année 2020
2021. D'ailleurs, je vois qu'il y a une coquille. C'était début d'année 2021 où on a publié la trajectoire adaptée pour le secteur médico-social. Et donc, c'est une déclinaison spécifique qui prend plus particulièrement en compte les enjeux spécifiques du secteur médico-social. Donc tout ça, ce premier élément d'objectif ambitieux et de portage politique est un des éléments qui va nous permettre de dérouler un certain nombre d'actions dans notre plan d'action et qui va nous permettre de contribuer à l'alignement des planètes qu'on peut désormais observer dans ce secteur médico-social. On peut passer à la diapo suivante. Dans ce secteur médico-social, on a des nouveaux leviers pour le transformer. Donc, c'est à la fois des mesures qui sont d'ordre financier, mais aussi des nouvelles mesures réglementaires. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous les connaissez déjà, et en particulier celles qui s'adressent plus particulièrement à vous, éditeurs, qui sont donc le dispositif d'achat de l'État pour compte des acteurs de l'offre de soins. Donc, c'est ce qu'on appelle le dispositif SONS, système ouvert et non sélectif, sur lesquels on est en train de travailler avec les éditeurs. D'ailleurs, on est en train de construire avec vous cette nouvelle mesure d'incitation financière. On a également des nouvelles mesures réglementaires, et en particulier l'opposabilité des référentiels qui s'adressent directement à vous à travers de l'article L1470-5 du CSP. Par exemple, le fait que l'INS soit un référentiel obligatoire et opposable depuis le 1er janvier 2021. Mais cette opposabilité des référentiels qui existe donc aujourd'hui pour l'INS, elle va se poursuivre progressivement au fur et à mesure de nos travaux, et donc elle va rendre obligatoire en quelque sorte l'ensemble de ces référentiels au sein des ESMS, et elle va rendre du coup obligatoire l'usage, de manière un peu indirecte, mais l'usage d'un DUI conforme aux exigences d'interopérabilité et qui concernent les référentiels et services socles, puisqu'on aura ces textes qui porteront l'opposabilité des référentiels. Donc ça, c'est pour les volets qui s'adressent plus directement à vous, éditeurs. Et puis, vous connaissez aussi, puisque vous êtes impliqués nécessairement dans la transformation du numérique dans les ESMS et en particulier dans le déploiement des usages, donc le programme ESMS numérique, qui est un programme de financement à l'usage. Et puis, on va avoir en termes de mesures réglementaires des arrêtés qui seront pris en application de l'article 1111-15 du CSP. Donc, par exemple, là, il y a un arrêté sur lequel on est en train de travailler qui va rendre obligatoire l'alimentation du DMP par les professionnels de santé en ville, mais c'est un sujet sur lequel on travaillera en 2022 pour le secteur médico-social, où on aura un arrêté également qui rendra obligatoire l'alimentation du DMP. Donc on n'en est pas encore exactement là, mais tout ça, ça fait partie des différents leviers qu'on est en train de mobiliser à des rythmes un peu différents et dans des calendriers un peu différents, mais tout ça devant concourir à la transformation de ce secteur. En termes d'investissement financier, donc j'ai rappelé ici à droite que l'ensemble des nouvelles mesures financières, donc à la fois le volet logiciel au travers de SONS et le volet usage au travers du programme ESMS numérique, donc la totalité des crédits, la totalité des investissements, c'est cette enveloppe de 600 millions d'euros qui est allouée au secteur médico-social grâce au crédit du Ségur. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors, autre élément très important dans les outils que nous mettons en place pour favoriser la transformation numérique du secteur, on a mobilisé des ressources humaines très significatives au service des priorités du Ségur dans les régions. Donc, grâce au Ségur, donc sur l'enveloppe de 600 millions, on mobilise, les 60 millions ne proviennent pas en totalité de l'enveloppe médico-sociale, ça n'est qu'une partie qui provient de l'enveloppe médico-sociale, mais en totalité, sur l'ensemble des champs sanitaires et médico-sociaux,
on mobilise 60 millions d'euros sur 3 ans pour à la fois renforcer les capacités, les compétences dans les ARS, avec la possibilité pour les ARS de recruter 2 ETP sur des CDD de 2 ans hors plafond d'emploi. Donc ça démarre maintenant. Et puis, cette enveloppe permet également de financer des renforts auprès des opérateurs dans les ARS, donc à la fois les opérateurs des ARS, donc les grades, les collectifs SI médico-sociaux, tous les prestataires auxquels les ARS peuvent avoir besoin de faire appel pour déployer la politique du numérique en santé et en particulier les priorités du Ségur. Donc ces crédits exceptionnels sont non fongibles et ils doivent exclusivement être affectés aux priorités du numérique en santé et plus particulièrement donc ces priorités sont les priorités du Ségur, c'est-à-dire les référentiels et services socles, donc DMP, messagerie sécurisée de santé, INS, Pro Santé Connect, mais aussi la e-prescription et l'APCV. Ça, ce sont les priorités du Ségur, le lancement de mon espace santé et le renforcement de la cybersécurité. Donc ça, ce sont les 3 très grandes priorités du Ségur de manière macroscopique. Et donc, ce sont ces priorités-là que les équipes en région doivent défendre et doivent chercher à atteindre. Je précise que le programme ESMS numérique, le déploiement de SONS dans les ESMS, la constitution des collectifs SI médico-sociaux et l'enregistrement des professionnels au RPPS+, donc du secteur médico-social, font partie des priorités du Ségur également, et donc font partie des objectifs qui sont très clairement donnés aux ARS, aux grades, aux collectifs, dans le cadre de cette transformation du numérique. Et donc les moyens qu'on leur alloue doivent être spécifiquement, ou en tout cas doivent faire partie des moyens, des objectifs qui sont atteints grâce à ces moyens. Alors là, je vous ai plus que par téléphone, j'ai complètement perdu la connexion visio, pardon. J'essaye de me reconnecter en parallèle. Peut-être on peut passer quand même à la diapositive suivante. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Odile. On est passé à la diapositive Allez. suivante. Voilà, ça y est, je viens de récupérer ma connexion. Donc, autre dispositif que nous avons mis en place également pour contribuer à la transformation du numérique dans les territoires et au plus près des besoins des acteurs, au plus près des ESMS, c'est l'émergence des collectifs SI médico-sociaux dans les régions. C'est un dispositif qui est animé par l'ANAP, qui travaille à nos côtés sur l'identification, l'appui à la constitution de ces collectifs et qui organise le partage des méthodes, des bonnes méthodes plus exactement, le partage des bonnes pratiques et qui crée une animation entre ces collectifs SI médico-sociaux. Donc l'objectif de ces collectifs, c'est vraiment d'aider les ESMS qui sont aujourd'hui les plus loin du numérique à également prendre ce virage du numérique en santé. Donc ce sont des membres des fédérations, ce sont des membres d'organismes gestionnaires, ce sont des DSI, ce sont des personnels d'établissements qui ont une culture du numérique probablement plus élevée que d'autres et qui vont mettre un peu de leur temps au service d'autres SMS pour les conseiller, pour les aider à monter en compétences, pour les aider à réfléchir à leur stratégie numérique, pour leur faire connaître les projets nationaux, pour les partager avec eux, pour leur faire connaître également les projets régionaux, les faire participer, les pousser à participer aux différents webinaires, aux différents temps qui leur sont accordés par l'ensemble des institutions, aussi bien dans les régions qu'au national. Et donc tout ça, c'est le travail du collectif que d'entraîner avec eux les établissements qui aujourd'hui sont le plus loin de ce virage numérique. Donc c'est en train d'émerger dans les régions,
c'est un travail un peu lent. Il y a enfin, en tout cas, l'émergence de ces collectifs dans les régions, ça prend du temps parce qu'il faut réussir à aligner l'ensemble des acteurs. Il faut que chacun ait bien compris le rôle du collectif et s'approprie ce rôle pour pouvoir l'exercer dans sa région. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre un peu de temps, mais qui progressivement, ça y est, on commence à voir les premiers résultats, et on en reparlera tout à l'heure, progressivement est en train de s'installer dans les régions. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Vas-y, Sophie. Bonjour à tous, donc Sophie Moreau-Favier, je travaille à l'ANS, à l'Agence du numérique en santé, pour ceux qui me connaîtraient pas, aux côtés de Morgane Berthelot, qui a assuré l'introduction du fait de problèmes de connexion de mon côté. Donc pour compléter les propos d'Odile et pour vous faire un schéma global des leviers qui sont mobilisés effectivement pour prendre ce virage du numérique, il ne faut évidemment pas oublier toutes les actions d'accompagnement qui sont faites de l'ensemble de l'écosystème et par plusieurs acteurs nationaux. Odile vient de parler de l'ANAP, avec principalement les collectifs SI, mais l'ANAP mène aussi des actions pour accompagner globalement les usages du numérique et puis des actions autour de la montée en maturité des maîtrises d'ouvrage des DSI, par exemple, des ESMS. Donc avant de parler des services numériques, de qu'est-ce que le DMP, qu'est-ce que l'AMS santé, etc., l'ANAP travaille avec les DSI et pour les DSI, par exemple, ou les directeurs de SMS, pour expliquer comment on mène un projet SI, comment on gère ce projet au sein de son établissement, par exemple, comment on gère sa relation avec son éditeur, comment on gère les coûts. Voilà, donc l'ANAP intervient sur ce champ-là. Côté CNSA, la CNSA mène des accompagnements puisqu'elle pilote opérationnellement le programme ESMS numérique et à ce titre fait évidemment des actions d'accompagnement. Et côté agence du numérique en santé, eh bien on accompagne au déploiement les référentiels et les services socles, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'évoquer, la MS santé, le DMP, le répertoire opérationnel des ressources, l'identification électronique des personnes physiques, voilà tous les sujets autour du virage numérique. Et il va sans dire que cet accompagnement doit se faire auprès de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble de l'écosystème. Donc à la fois aussi bien aux ARS et aux grades, notamment dans le cadre des compléments en ressources humaines que Odile vous a présenté. C'est des nouvelles personnes qui entrent en jeu au sein de ces institutions et qui doivent aussi monter en compétences sur ces sujets. On accompagne évidemment les éditeurs et les industriels, donc vous, certains nous connaissent bien maintenant, pour faire comprendre effectivement les enjeux, pour faire comprendre les sujets techniques, mais aussi pour co-construire avec nous les sujets et les avancements, puisque comme on vous l'a dit, le médico-social, c'est globalement un virage qui est récemment en train d'être pris, et donc ça nécessite de travailler en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème. Côté ANS, on n'est encore pas suffisamment, on mène encore pas suffisamment d'actions auprès des fédérations. On en convient, fédération du domicile par exemple, et je sais que pas mal d'éditeurs prennent notre relais là-dessus pour mobiliser en fait les fédérations à la compréhension de ces enjeux pour que les messages soient mieux portés auprès des ESMS.
On vous a mis dans la slide suivante les différentes actions qui sont menées. Je les ai citées auprès des éditeurs du secteur médico-social, mais aussi auprès des acteurs régionaux. À la fois des interventions ciblées, par exemple dans les collectifs SI, pour faire comprendre l'ensemble de ces messages. Beaucoup de webinaires pour accompagner et faire comprendre de quoi on parle quand on parle des services et des référentiels socles. Et puis, un accompagnement qui est fait plus globalement dans le cadre du Ségur, tout couloir confondu, donc aussi bien radiologie, biologie, hôpital, qui sont gérés par d'autres collègues de l'ANS. Slide suivante. En fait, vous voyez qu'on a globalement beaucoup de leviers qui sont activés et qui sont interdépendants les uns aux autres. C'est-à-dire que sans portage politique fort, comme l'a présenté Odile, sans moyens financiers ou moyens coercitifs, sans accompagnement à plusieurs niveaux, on n'aurait pas pu atteindre les premiers résultats qu'on va vous présenter maintenant. On sent bien qu'il y a une dynamique qui est engagée à tous les niveaux et c'est parce que l'ensemble des leviers ont été mobilisés en même temps. Peut-être qu'on peut prendre une question, Sophie. Il y a une question dans le chat. Je me suis mal débrouillée, donc j'ai pas réussi à y répondre. Je suis désolée. Une question concernant les instructions en cours sur le SONS et sur les dialogues qui sont mis en place avec les industriels du secteur. Vous évoquez un travail fait avec les éditeurs. Qui sont ces éditeurs? Comment en faire partie? Est-ce que tu veux nous donner des précisions, Odile, sur la manière, en effet, dont le dialogue avec les industriels s'est fait autour des DSR et du SONS? Alors, oui, tout à fait, Morgane, on a travaillé avec, on a contacté les éditeurs qui étaient référencés par le RESA, on est parti de la liste des éditeurs avec lesquels Sophie, donc de l'ANS, travaille de manière régulière, puisque Sophie fait donc des entretiens avec les éditeurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, nous, on travaille dans ce secteur, et on les invite régulièrement qui se sont fait connaître ou qui ont répondu, on les invite aux réunions qu'on fait régulièrement avec les éditeurs. On avait fait notamment dans le cadre de l'élaboration du DSR, PAPH, domicile, des réunions en juin et en juillet qui étaient des réunions d'information sur l'élaboration du DSR. On a diffusé aux éditeurs qui s'étaient engagés à signer une charte de confidentialité, on a diffusé fin juillet le contenu du DSR par mail, et puis en septembre, on a poursuivi des réunions de travail toujours avec ce même nombre d'éditeurs. On a une liste de diffusion, si vous voulez, qui sont les éditeurs avec lesquels, encore une fois, on a l'habitude de travailler ou qui se sont signalés ou qui ont été référencés par le RESA. Et on continue à avoir des ateliers à une fréquence hebdomadaire à peu près avec les éditeurs pour travailler sur le contenu du SONS, sur la modélisation financière qu'on va pouvoir proposer. Si vous souhaitez être intégré à ces travaux, je comprends que le sens de votre question, peut-être vous n'êtes pas jusqu'à présent invité, vous pouvez nous envoyer un mail et on fera en sorte de vous intégrer à ces travaux. Pas d'autres questions à ce stade dans le chat. Alors, donc les premiers résultats, effectivement, toute cette dynamique qui est engagée, oui, on va vous répondre, je vois la question dans le chat, on va vous donner l'adresse. Toute cette dynamique donc, qui est engagée avec un certain nombre de leviers, comme le disait Sophie à l'instant, nous amène déjà des premiers résultats, en particulier dans le cadre du programme ESMS numérique qui a démarré dès la fin de l'année 2020, puisque la première instruction aux ARS a été publiée en novembre 2020, et avec une première fenêtre d'appel à projet qui s'est déroulée sur le premier semestre 2021. Et donc on a déjà des premiers résultats constatés, puisque donc cet appel à projet est terminé. 71 projets ont été sélectionnés, ce qui représente 1435 ESMS
qui vont être financés dans le cadre du temps 1 de la phase d'amorçage du programme ESMS numérique pour une enveloppe totale allouée aux établissements de 24,4 millions d'euros. Si on regarde un peu plus précisément la répartition entre les établissements, les publics qui sont adressés, donc PA, PH et mixte, on voit qu'on a 52% des projets qui concernent des établissements PH, 40% qui concernent des établissements PA et 8% qui sont des projets mixtes, mobilisant à la fois du domicile, du PA, du PH. Donc ça, c'est pour la répartition par domaine. Pour la répartition par statut juridique des ESMS, on voit que cette première vague d'appel à projets a touché plus massivement les établissements privés non lucratifs à hauteur de 71%, 10% de privés commerciaux et 19% d'établissements publics. On voit qu'on a probablement un petit retard, notamment sur l'équipement des établissements publics, puisqu'on a dans ce secteur environ 25% des établissements publics qui sont des établissements qui sont publics, et dans le secteur personnes âgées, c'est même presque la moitié. Donc on est probablement en retard sur le nombre de projets portés par des établissements publics sur ce premier temps de l'appel à projet. Là, on a démarré donc à l'été avec une deuxième instruction aux ARS qui a été publiée le 25 juin de cette année. On a démarré une deuxième phase d'appel à projet, donc à la fois portée par les ARS, mais aussi portée par le national, donc un coportage CNSA-DNS pour les projets qui sont portés par des organismes nationaux ou par des organismes qui représentent plus de 50, un regroupement de plus de 50 ESMS, ou encore par des organismes, et particulièrement ceux des secteurs protection de l'enfance, personnes en difficulté spécifiques. Et donc là, ce sont nécessairement des résultats prévisionnels à ce stade, puisque les appels à projets sont encore en cours. L'appel à projet national porté par la DNS et la CNSA, et la clôture est prévue le 20 octobre. Les appels à projets régionaux, on a des dates qui peuvent être différentes d'une ARS à l'autre, mais c'est globalement jusqu'à fin octobre la plage pour répondre à ces appels à projets. Donc là, résultat à situation au 15 septembre, donc qui a déjà un peu évolué depuis, où il y avait 64 projets qui étaient sélectionnés, donc 1444 ESMS prêts à être financés, puisqu'on est sur de la sélection au fil de l'eau, et non pas, on n'attend pas la clôture de la phase d'appel à projet. Les ARS font de la sélection au fil de l'eau des projets, avec là une répartition encore un peu plus appuyée pour le secteur PH, puisque c'est 63% à ce stade qui ont été sélectionnés, 63% des projets sont pour le secteur PH, 31% pour le secteur PA et 6% qui sont des projets mixtes. Et puis vous voyez que également sur le statut juridique, la tendance se confirme assez largement, puisque ce sont les établissements privés non lucratifs qui sont représentés à 81%, le public n'étant qu'à 17% et les privés à 2%. Donc, le déséquilibre qu'on avait constaté sur le temps 1 est un peu en train de s'accentuer sur le début de la phase 2. Mais encore une fois, ce ne sont pas des résultats complets, puisque c'est une situation au 15 septembre, avec des appels à projets qui vont se clôturer entre le 20 et la fin du mois d'octobre. Donc voilà pour les premiers résultats. Ce qu'on peut en dire quand même, c'est que ces résultats sont très satisfaisants. On n'avait pas envisagé, en termes d'objectifs pour le temps 1 de la phase d'amorçage de ESMS numérique, on avait plutôt visé 800 ESMS qui seraient financés. Là, sur le temps 2, on en a financé déjà à ce stade presque 1500, mais en tout cas, on voit qu'il y a un réel engouement, il y a un réel intérêt des acteurs de terrain pour le financement de leur équipement informatique. On reçoit très régulièrement des messages de la part de SMS qui nous disent « moi je veux participer, comment je fais, comment je m'y prends ». Donc évidemment, on les réoriente vers les ARS compétentes, mais on voit que c'est un sujet qui suscite quand même
beaucoup d'intérêt de la part de l'écosystème et que globalement, les acteurs sont en train de prendre conscience de la formidable opportunité que constitue SMS numérique et les crédits du Ségur dans leur ensemble pour prendre le virage du numérique en santé. Alors, si on peut passer à la diapo suivante, mais là, j'ai été coupée. Odile, il y a une question peut-être qu'il faut prendre tout de suite. C'est avez-vous déjà une idée des grands types de projets financés, acquisition et déploiement d'un DUI ou j'imagine montée de version, apport de fonctions, intégration complémentaire, DMP, MS Santé, ROR? Alors, sur l'acquisition et l'acquisition versus la montée de version, là, je dirais qu'on est presque à 50-50 entre les acquisitions et les montées de version. On publiera ces chiffres quand ils seront plus complets, en tout cas sur le temps 2. On est presque sur un 50-50 à ce stade. Hein, et encore une fois, c'est du prévisionnel puisque je rappelle, les fenêtres ne sont pas fermées. Sur l'apport des fonctions d'intégration, non, on n'a pas, j'ai pas ces chiffres-là à vous donner, mais c'est une bonne question. On va demander également ces statistiques-là. Mais là, pour le moment, moi, je ne les ai pas. Alors, ce que vous dit cette diapositive, c'est effectivement que on a une demande très dynamique, hein, comme je le disais à l'instant. Évidemment, en avril, on a pu l'observer dans le cadre du temps 1, puisque les appels à projets se sont terminés, ont été clos pour la plupart fin avril. Et là, on voit que la période estivale, évidemment, n'était pas du tout favorable au dépôt des dossiers. Mais par contre, qu'on est en train, là, progressivement, en septembre, ça monte. Et là, on l'observe encore plus, puisque ça, c'était des chiffres, encore une fois, à mi-septembre. Les chiffres ne sont pas complets. Et donc, on voit qu'il y a une vraie dynamique, mais qu'elle se fait pas de manière régulière dans le temps, mais plutôt par à coup. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Là, je vous ai complètement perdu, donc c'est pas grave, je continue à être là par téléphone. Est-ce que la diapositive suivante, c'est bien La publication des DSR oui, alors, devient une réalité. Voilà, je reviens, ça y est, la connexion est revenue. Pardon. Alors, effectivement, je vous disais, on a fait ce travail de préparation des DSR pour les champs PA, PH et domicile. On a lancé début mai 3 task force qui nous ont conduit à avoir une première version, une V0 du DSR médico-social pour la vague 1, qu'on a diffusé aux éditeurs du secteur qui avaient signé donc la charte de confidentialité le 29 juillet. Depuis, on a élargi, puisqu'on avait dans les task force qu'un nombre restreint d'éditeurs avec lesquels on a travaillé, hein, c'était le principe de la méthodologie qu'on avait retenue. Donc on a travaillé avec 2 voire 3 éditeurs dans chacune de ces task force. Et donc là, on a élargi à l'ensemble des éditeurs. Donc maintenant, on a une trentaine d'éditeurs qui travaillent avec nous de manière régulière, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'ajustement, l'affinage, le calage un peu plus fin du contenu de ces DSR qui contiennent à la fois des exigences qui concernent les référentiels et services socles, donc IMS, DMP, messagerie sécurisée de santé, Pro Santé Connect, annuaire santé, etc. Et puis une partie d'exigences qui concernent ce qu'on appelle les exigences cœur de métier, qui donc là touchent plutôt au processus métier et à la dimension fonctionnelle du DUI, c'est-à-dire le processus d'admission, c'est-à-dire le processus de gestion administrative, etc. Donc dans nos DSR, on a bien ces deux dimensions qui sont intégrées. Donc on a élargi à l'ensemble des éditeurs
nos discussions, notre dialogue, ce qui nous a permis de prédiffuser le DSR V0 en vague 1 sur le site de l'ANS, donc le 1er octobre, donc vendredi dernier. Donc vous pouvez d'ores et déjà, sur le site de l'ANS, dans la rubrique Ségur médico-social, vous pouvez trouver le DSR vague 1 tel qu'on l'a prépublié, c'est-à-dire avec le document chapeau, la liste des documents qui doivent alimenter le DMP ou qui peuvent être consultés dans le DMP, et la liste des documents entrants et sortants du DUI, et puis toute la liste des exigences, là, sous la forme d'un tableau Excel, avec, donc, comme je vous le disais, 80 exigences qui concernent les référentiels et services socles et 63 qui concernent les exigences cœur de métier. L'objectif qu'on se donne, et on va continuer le dialogue, mais là maintenant on est rentré dans une phase de concertation plus officielle puisque le document est public, et donc on attend tous les retours qui pourraient être faits dans le cadre de cette concertation publique pour nous amener à une publication d'une version définitive du DSR vague 1 en fin d'année. Donc là, pour le coup, ça devient, pour répondre à la question qu'on se pose, ça devient vraiment une réalité. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Odile, on essaie d'y répondre au fur et à mesure, notamment des questions autour du guichet industriel. Une question sur l'implication des PMI qui n'est pas tout à fait en lien avec ce que tu viens d'évoquer, mais je me suis permis de répondre sur le fait qu'avec le lancement des 2 nouvelles task force addiction et protection de l'enfance, les conseils départementaux et les équipes de PMI étaient associés notamment en tant que partenaires des ESMS du champ protection de l'enfance, et donc c'était partie prenante des task force protection de l'enfance. Je ne sais pas si tu vas ajouter une précision sur ce point. Non, c'est parfait. Donc effectivement, on n'a pas fait de planche là-dessus, mais ce travail qu'on a démarré avec les task force PA, PH domicile se poursuit avec les nouvelles task force, comme vient de le dire Morgane, et il y aura encore d'autres task force en 2022, notamment sur la protection juridique des majeurs, sur l'accueil, l'hébergement et l'insertion, voilà, sur d'autres domaines du secteur médico-social et social qu'on a besoin d'analyser en profondeur. L'objectif de ces task force, c'est vraiment de s'emparer d'un domaine et d'analyser les pratiques dans un domaine. Donc on va continuer à dérouler cette méthode sur l'ensemble des domaines du secteur social et médico-social. Une autre question que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, y a-t-il des PPP pour le transfert des dossiers médicaux entre hôpitaux et les centres médico-sociaux privés et les plateformes de télémédecine? PPP, c'est partenariat public-privé, ou est-ce que c'est un autre acronyme? C'est Mohamed Ben Mida qui a posé la question. Si vous pouvez préciser ou prendre la parole, n'hésitez pas. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux le fond de votre question. Si c'est des questions autour de la portabilité des dossiers, c'est des sujets qu'on instruit dans le cadre du Ségur et du cadre d'interopérabilité plus globalement. Voilà, les sujets de portabilité, en tout cas, vont être adressés en vue de la vague 2 du Ségur. Mais je ne sais pas du tout si je réponds à votre question. Alors, à ma connaissance, non, mais vas-y Morgane. Non, je ne saurais pas répondre. Non, je ne saurais pas répondre par rapport au partenariat public-privé dans le secteur. Alors, la prépublication du DSR vague 1, c'est donc sur le site de l'ANS, donc santé.gouv.fr. On va vous mettre le lien. On s'en occupe. Oui. On peut passer à la diapo suivante.
Alors, pour compléter le tableau des résultats, en tous les cas des mobilisations, on vous a mis dans cette slide effectivement les éditeurs, l'ensemble des éditeurs qui sont fortement mobilisés pour être au rendez-vous de cette transformation numérique. Comme l'a dit Odile, il y a à la fois des groupes de travail hebdomadaires, mais il y a aussi hebdomadaire ou plus lointain, mensuel, sur l'ensemble des sujets. Mais il y avait effectivement 3 gros sujets qui ont été traités cette année. Donc notamment une forte mobilisation dans les task force du médico-social, principalement sur le secteur personnes âgées, personnes handicapées et domicile. On a eu beaucoup d'éditeurs qui se sont vraiment impliqués et on profite de ce moment éditeur JNI pour les en remercier, notamment sur le référentiel D8, donc dossier usagé informatisé, pour identifier en fait les fonctionnalités cœur qui étaient communes à l'ensemble du secteur. Et ça a vraiment été un gros travail fait cette année qui ne l'a pas été fait dans les autres task force. Donc, on le souligne, le médico-social va aussi un peu plus loin que les autres secteurs. Et puis, beaucoup d'engagement aussi sur les travaux d'interopérabilité où certains éditeurs ont réussi à se mobiliser sur le projectathon de l'année dernière, à la fois sur la partie cahier de liaison qui les occupe principalement, et puis les questions autour de la gestion d'agenda partagé, qui n'est pas évidemment du temps perdu, puisqu'avec l'arrivée de mon espace santé et la reprise des éléments d'interopérabilité pour s'interfacer à mon espace santé, notamment sur l'agenda partagé, ces travaux vont évidemment servir. Et puis on a réussi à mobiliser de notre côté, mais les éditeurs nous l'ont rendu positivement, puisqu'il y a eu beaucoup de signataires de la charte engagés pour la e-santé. Et pour nous, c'est important de mettre ces éléments en valeur, puisque c'est relativement nouveau en fait dans le secteur médico-social qu'on puisse noter un engagement aussi important de ces nouveaux entre guillemets industriels qui n'étaient pas forcément connus pour certains par l'Agence du numérique en santé. Slide suivante. Alors, on a, dans le cadre du dispositif SONS, interrogé les éditeurs pour savoir où ils en étaient de la transformation numérique de leurs solutions et en particulier de l'adéquation de leurs solutions au contenu du DSR médico-social. Et donc, on a eu des réponses on a eu 28 questionnaires qui nous ont été retournés de la part de 20 éditeurs, ce qui est un taux de réponse plutôt assez satisfaisant. Et un éditeur nous a dit qu'il serait prêt pour le référencement de sa solution dès la fin de l'année 2021, c'est-à-dire que dès la fin de l'année 2021, il considère qu'il sera en capacité de fournir les preuves attestant de la conformité de sa solution aux exigences du DSR. Et puis, un tiers des candidatures seront déposées au premier trimestre 2022. Donc, évidemment, ce ne sont pas c'est pas un engagement de la part des éditeurs qui ont répondu à ce questionnaire, c'est des éléments qui sont donnés à titre indicatif, mais qui traduisent là aussi l'implication et l'engagement de vous tous éditeurs, et là aussi moi j'en profite pour vous remercier d'être vraiment au rendez-vous, en tout cas d'afficher que vous allez être au rendez-vous pour mettre vos solutions en conformité par rapport au DSR. On peut passer à la diapo suivante. D'ailleurs, je vais passer très très vite sur les 2 diapos suivantes parce que je vois que l'heure est déjà très avancée. Vous aurez les diapos de cette présentation. Simplement pour vous montrer, dans ce questionnaire, on a interrogé les éditeurs avec des questions un peu plus précises pour savoir où ils en étaient du développement et de l'intégration de grands groupes de fonctionnalités donc, qui sont représentés ici à gauche, et de savoir si ces fonctionnalités étaient déjà développées, si elles étaient planifiées, pas encore planifiées, ou si elles étaient non concernées. Et donc, pour chacune des exigences, ce qui veut bien dire pour chacune, aujourd'hui, aucune solution ne répond
à toutes les exigences, mais en tout cas pour chacune des exigences, plus de la moitié des solutions sont déjà conformes. Donc là aussi, c'est un résultat encourageant, mais je vous laisserai prendre connaissance de cette diapo en détail et de la suivante également, puisque la précédente concernait les exigences cœur de métier, celle-ci concernait les exigences référentiels et services socles, donc l'articulation avec les référentiels et services socles. Donc la situation à date est évidemment un peu moins positive ou un peu moins favorable, si on peut le dire, puisque c'est plutôt des travaux qui sont en train de démarrer. Donc même si des efforts significatifs ont été réalisés, il reste encore un travail important à fournir côté éditeur pour atteindre les exigences du Ségur, et c'est un peu normal sur le plan des référentiels et services socles. Diapo suivante. Pour abonder dans le sens des propos d'Odile, effectivement, on voit des premiers déploiements de services et référentiels socles. Alors, déploiement ne veut pas dire développement technique. C'est sur cette slide on voit si les services sont effectivement utilisés. Donc, on est encore au tout début du chemin. On vous a mis les chiffres là d'appels au téléservice INSI réalisés donc sur une quinzaine de semaines, mais dans le secteur sanitaire. On voit qu'il y a donc 92 éditeurs au global qui sont autorisés par le CNDA, qui représentent 123 logiciels, et on a noté que 12 solutions du médico-social étaient raccordées au téléservice. Raccordé ne veut pas dire déployé, et donc aujourd'hui il y a très peu d'appels au téléservice. Les seuls appels au téléservice qu'on a constatés l'ont été dans le cadre au milieu de l'été, mais plus dans une phase expérimentale, mais pas d'usage au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un travail en devenir qu'on va suivre régulièrement avec les éditeurs pour voir suivre l'effectivité de l'utilisation du téléservice INS. Concernant la MS Santé, pareil, on voit que 34% des EHPAD disposent aujourd'hui d'une solution de messagerie et l'utilisent. On est vraiment très en dessous de ça, avec 1% des structures du domicile qui sont raccordées, et raccorder ne veut pas dire utiliser. Donc les usages sont encore très 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 faibles, et c'est là aussi un des enjeux qu'on a à porter collectivement dans les prochains mois pour que les usages se déploient, puisque les développements techniques pour certains des éditeurs sont déjà opérationnels. On voit aussi que les actions d'accompagnement ont porté leurs fruits. Alors, c'est issu d'un sondage qu'on a réalisé à fin septembre. Donc, merci déjà à ceux qui ont répondu. Ça représente les réponses d'à peu près 19 éditeurs et une trentaine de personnes. Donc, honnêtement, l'accompagnement fait par l'ANS a été salué, puisque 67% sont très satisfaits et 37% le sont aussi satisfaits, mais moins que les premiers. Et puis on avait demandé à quoi servent ces échanges globalement, et on voit que les résultats sont globalement assez homogènes. C'est à la fois mieux comprendre le rôle de l'agence, mais mieux aussi appréhender la feuille de route, avoir une meilleure visibilité sur les travaux nationaux et pouvoir s'impliquer sur les travaux nationaux. On l'a vu, puisque avec la slide précédente, ça a moins été utile pour tout ce qui est la repriorisation des services intégrés, et ça a permis de lever certains points bloquants, notamment par exemple sur l'INS.
En termes d'amélioration, finalement, ça reprend une des questions ou une des remarques qui a été posée dans le chat tout à l'heure, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un guichet unique parce que c'est compliqué de savoir ce que fait le CNDA, le GIE Sésame Vital, l'ARS, l'ANS, etc. Donc ça, une partie des réponses se trouve dans le site Genius qui a été lancé justement pour faciliter la compréhension à la fois des services, pour donner de la valeur à des éditeurs émergents et notamment des startups. Mais j'entends qu'on va pas assez loin. Après, ce qui est compliqué, c'est la réalité qui est aussi, c'est qu'on a chacun nos domaines de compétences et c'est compliqué de dépasser ces domaines, en tous les cas, sur un site commun. Et puis, ce qu'on a entendu de votre part, c'est comment on pourrait vous donner plus de visibilité sur les calendriers des travaux nationaux, donc à la fois des roadmaps produits et des étapes de stratégie nationale. Donc ça, c'est une remarque pertinente et qu'il faut qu'on essaye de traiter en 2022 pour vous donner plus de visibilité sur ces sujets-là, pour vous faciliter ensuite la construction de vos roadmaps de développement technique et voire de déploiement chez les clients. Concernant les perspectives, je laisse Odile reprendre la main. Pardon, je vais couper mon micro. Donc, on parlait tout à l'heure des nouveaux leviers, en particulier du SONS, qui est un nouveau levier qui concerne plus directement les éditeurs, puisque c'est un système de financement direct des éditeurs, à travers d'un mécanisme d'achat pour compte. Et donc, c'est l'État qui achète auprès des éditeurs une prestation d'équipement logiciel pour les ESMS. Donc, l'objectif, c'est d'équiper les ESMS avec un DUI qui respecte la liste des exigences qui sont contenues dans le DSR dont on a parlé tout à l'heure, qui respecte les exigences, on en est sûr, parce que ça aura été vérifié au travers d'une opération de référencement qui est pilotée par l'ANS. Et donc, l'ANS va vérifier les preuves qui sont fournies par chaque éditeur de la conformité de la solution. Et donc, la liste des éditeurs qui auront été référencés Ségur et donc pour lesquels l'ANS aura pu vérifier les preuves, eh bien, seront publiés sur le site web de l'ANS. Le financement sera versé directement à l'éditeur en contrepartie de la réalisation d'une prestation Ségur qui est définie par des textes réglementaires. Donc, il y a un arrêté pour chaque couloir, donc là en l'occurrence un arrêté pour PAPH domicile qui va paraître d'ici la fin de l'année, qui va définir le contenu de cette prestation Ségur. Dans les grandes lignes, on sait que ce sera à la fois la licence, l'hébergement, l'installation, le paramétrage, le support, la maintenance, la formation, l'accompagnement à la mise en œuvre. Donc c'est cette prestation Ségur pour laquelle on est en train de définir un prix, un barème avec des tranches, avec des inducteurs de prix. Donc ce sera le prix d'achat de l'État de cette solution qui sera versé à l'éditeur par l'État au bénéfice des ESMS. L'idée étant qu'il n'y ait pas de surcoût final pour le client, que ce soit un reste à charge égal à 0 pour les ESMS. Donc ce dispositif, il s'applique dans le secteur médico-social, mais également dans l'ensemble des couloirs du sanitaire, médecine de ville, hôpital, radiologie, biologie, et puis les travaux sont en cours pour la pharmacie, les officines de pharmacie. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc je disais ce que couvre, je le disais à l'instant à l'oral, le contenu de la prestation qui est financée par l'État, c'est la licence d'utilisation, c'est les frais d'installation et de configuration, c'est la maintenance, c'est l'accompagnement si besoin pour obtenir un certificat serveur de type organisation, c'est le suivi du projet et la livraison de la documentation, et c'est la formation des professionnels qui seront amenés à utiliser cette solution. Ça ne couvre pas le financement des boîtes aux lettres MSS, les coûts associés à un changement complet de logiciel ou au rattrapage d'un contenu de version. C'est vraiment ce module-là qui correspond au contenu du DSR qui est financé. Et ça ne couvre pas non plus les éventuels coûts d'infrastructure additionnels qui pourraient être nécessaires pour déployer cette nouvelle solution.
diapo suivante. Donc ça aussi, on l'a dit tout à l'heure à l'occasion de la réponse à une question, on lance des nouvelles task force avec des nouveaux éditeurs qui vont participer à ces travaux, donc Silage, Socianova, 3R, EIG et Tagalif, pour les domaines de la protection de l'enfance d'une part et des personnes en difficulté spécifiques d'autre part. Donc les travaux ont été lancés il y a 10 jours maintenant, puisque là, entre aujourd'hui et demain, on fait les deuxièmes réunions de chacune de ces task force. Et je vous le disais tout à l'heure, on poursuivra début 2022 avec d'autres thématiques. Donc, dans notre processus de travail, on continue bien sûr à travailler sur l'enrôlement des acteurs sociaux et médico-sociaux dans le RPPS+. C'est indispensable pour qu'on puisse donner des moyens d'authentification électronique aux professionnels du social et du médico-social. On publiera en fin d'année l'arrêté SONS et le DSR définitif, plus l'appel à financement pour permettre aux éditeurs de bénéficier donc, du dispositif SONS. En janvier, il y a le lancement de Mon Espace Santé, l'entrée en vigueur du dispositif SONS. On commencera véritablement à financer à partir du début de l'année 2022. Une nouvelle instruction ESMS numérique, puisqu'il faut qu'on articule de manière assez précise les deux dispositifs SONS et ESMS numérique. On fera au printemps la publication du DSR pour les personnes en difficulté spécifique et la protection de l'enfance. Et puis, on va démarrer également assez vite les travaux de préparation du DSR vague 2, donc avec un nouveau lot d'exigences pour les domaines PA, PH et domicile. C'est ici quelques-uns des jalons, quelques repères dans les prochaines étapes engagées. On a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on travaille et dont on n'a pas parlé ici, mais qui sont par exemple, on travaille sur comment faire en sorte que les coûts numériques et les objectifs du numérique soient intégrés dans les CEPOM des établissements pour pérenniser les dotations financières des établissements en matière de numérique. On travaille sur la formation des professionnels de ce secteur aux enjeux du numérique en santé, à la fois dans les formations initiales avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi dans les formations continues. On travaille sur les enjeux de cybersécurité dans ce secteur, on travaille sur l'innovation. Voilà, donc on travaille sur la mise en place d'un observatoire des systèmes d'information dans le médico-social. Donc il y a encore beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. En 1 heure, c'est très court, mais je vais laisser la parole pour la conclusion à Sophie. Je pense que vous avez pu voir au travers de cette présentation qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours, il y a déjà beaucoup d'outils qui sont mis en place, il y a des premiers résultats qui sont très prometteurs et qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais qu'on pourrait dire, je pense qu'on peut dire que le numérique dans le médico-social, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme, de prendre réalité, en tout cas de manière très certaine, qui est en devenir assez concret maintenant. Voilà, Sophie, je te laisse. Je crois que tu as résumé la situation. Je te remercie. Donc, si on reprend le titre qui était est-ce que le virage dans le médico-social est un mythe ou une réalité, on est fortement convaincu, en tous les cas de notre côté, que c'est vraiment une réalité, que c'est une réalité en devenir, mais que le virage est en train d'être pris. On sait que il y a encore beaucoup de chemin. Il y a une question d'ailleurs qui avait été posée dans le chat sur l'INS. Les établissements ne sont pas forcément sensibilisés. On fait beaucoup de webinaires, d'événements en fait pour mobiliser, mais je pense que chacun doit prendre la part du travail, et on sait que vous, côté éditeur, vous prenez une énorme partie d'accompagnement en mobilisant vos clients, et on vous en remercie, puisque c'est vraiment en travaillant collectivement qu'on sera ravis peut-être dans 1 an de présenter des résultats plus prometteurs et encore plus réalistes. Merci beaucoup
beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Je ne sais pas, Manon, comment le support sera rendu disponible. Peut-être que tu peux le dire. Le support, il sera disponible sur e-santé.gouv et il y aura un replay également du webinaire dès la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt, probablement autour de nos ateliers de travail avec vous, éditeurs. Merci à tous. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.